Question 1. La résistance de l'air sur un corps A dépend de la surface du corps, B s'exprime en kilogrammes, C ne dépend pas de la surface du corps ou D est proportionnelle au carré de la surface du corps. La résistance est égale à K fois S fois V au carré, où K est un coefficient, S la surface et V la vitesse. Lorsqu'on dit dépend de quelque chose, cela signifie que c'est proportionnel à. Donc ici, on peut voir que la résistance de l'air sur un corps est proportionnelle à la surface et proportionnelle à la vitesse au carré. Donc la seule proposition qui est exacte ici, c'est la réponse A, dépend de la surface du corps. Sachant que ça ne s'exprime pas en kilogrammes, ici si on dit que ça ne dépend pas de la surface du corps, bien ça veut dire que nous n'avons pas le S dans la formule. Et si c'était proportionnel au carré de la surface du corps, nous aurions le S avec un carré. Donc la réponse à la question 1 est la A. Question 2. En montée rectiligne uniforme, la portance est A inférieure au poids, B égale à la traînée, C supérieure au poids, D égale au poids. Un rappel d'abord sur un vol en palier stabilisé. En vert, le segment fléché, ou vecteur, il s'agit de la portance. La portance s'oppose et équilibre le poids vertical dirigé vers le bas. Nous avons également la traînée qui s'oppose à la traction. Dans un cas de montée rectiligne uniforme, nous avons la portance perpendiculaire au vent relatif et nous avons le poids vertical dirigé vers le bas. On voit bien que les deux vecteurs ne sont pas dans la même direction. Par contre, le vecteur poids, rouge, on peut le décomposer en deux vecteurs. L'un qui est perpendiculaire à la trajectoire et un deuxième parallèle à la trajectoire. On voit bien ici que le poids a tendance à traîner. C'est-à-dire que la traînée va non plus être simplement la traînée, mais la traînée ajoutée à la composante parallèle du poids. Et donc, il va falloir que la traction soit plus importante. La question ici, c'est la portance est-elle inférieure au poids ou supérieure au poids? Si l'on mesure la norme du vecteur vert et du vecteur rouge, on va constater donc que la portance est inférieure au poids. La réponse à cette question est la réponse A. La portance ici n'équilibre pas le poids, mais la composante perpendiculaire à la trajectoire du poids, c'est-à-dire celle-ci. Question 3. Le décrochage se produit toujours A à la même incidence, B à la même inclinaison, C à la même vitesse, D en cas de panne moteur. Le décrochage se produit toujours avec la même incidence. La réponse ici est la réponse A. Question 4. Sur le profil d'aile ci-dessous, l'intrados est représenté par la lettre soit A, B, C ou D. Reprenons chaque partie de ce profil. Le A, c'est le bord d'attaque. Le B, l'extrados. Le C, le bord de fuite. D, l'intrados. La réponse à cette question est donc la réponse D. Question 5. Pour orienter l'avion autour de l'axe de tangage, il faut un déplacement A de la gouverne de profondeur, commandée par le palonnier, B de la gouverne de profondeur, commandée par le manche, C des ailerons commandés par le manche ou D des ailerons commandés par le palonnier. Un petit rappel sur les axes. En jaune ici, l'axe de roulis. L'axe de roulis va commander les ailerons, et ce, avec une action du manche, soit à gauche, soit à droite. Nous avons l'axe de lacet, ici, qui va commander la gouverne de direction. Cette gouverne de direction va être actionnée par les palonniers. Et l'axe de tangage, qui va commander la gouverne de profondeur, et qui va être actionné par le manche, mais soit à piquer, soit à cabrer, donc soit en avant, soit en arrière. Donc à piquer en avant, à cabrer en arrière. Voici donc, on voit bien
dans ce cockpit de DR400. Donc le manche est ici et nous avons donc les palonniers qui se trouvent ici. Donc la réponse à cette question, il s'agit de la gouverne de profondeur commandée par le manche pour l'axe de tangage. Il s'agit donc de la réponse B. Question 6. En montée rectiligne à vitesse constante, A, le facteur de charge est supérieur à 1, B, le facteur de charge est égal à 1, C, la portance est supérieure au poids, ou D, la portance est inférieure au poids. On a répondu longuement à cette question. La portance est inférieure au poids, ici, cette question, ce qui impliquerait un facteur de charge inférieur à 1, puisque le facteur de charge peut se calculer comme étant la portance divisée par le poids. Donc si la portance est inférieur au poids, forcément le facteur de charge sera inférieur à 1. Donc la réponse ici est la réponse D. Question 7. En montée, le pilote d'avion affiche pleine puissance, donc plein gaz. Pour augmenter la vitesse indiquée, le pilote A diminue l'assiette en poussant le manche, B diminue l'assiette en tirant le manche, C augmente l'assiette en poussant le manche, D augmente l'assiette en tirant le manche. Donc l'assiette, c'est ce que vous allez caler dans l'avion pour pouvoir avoir soit votre vol en palier, soit un vol en montée stabilisé ou pareil lors d'une descente. Donc si vous avez la pleine puissance et que vous avez déjà une certaine assiette par rapport à l'horizon, donc imaginons, nous avons ici l'horizon et vous avez votre capot ici par exemple qui est en montée. Donc si vous affichez la pleine puissance, plein gaz, le seul moyen pour pouvoir gagner en vitesse, ça va être de diminuer l'assiette de votre avion. Après, vous allez diminuer l'assiette en fonction de la vitesse que vous voulez indiquer sur votre anémomètre. Donc cela va se travailler avec le manche en poussant. Donc on va diminuer l'assiette en poussant le manche. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 8. En vol en palier, en cas de diminution de vitesse, pour maintenir une altitude constante, le pilote doit A. faire varier l'assiette à cabrer, B. faire varier l'assiette à piquer, ne rien faire, ou D. adopter une incidence supérieure à l'assiette. Donc si vous avez une vitesse qui diminue, votre avion va s'enfoncer. Donc il va falloir que vous mainteniez votre altitude et pour cela il va falloir cabrer l'avion. Donc on va faire cabrer, on va faire varier l'assiette à cabrer. Donc ici il s'agit de la réponse A. Question 9. La position du centre de gravité d'un avion a un effet important sur sa stabilité, sa maniabilité. Un centrage avant rend l'avion soit A. maniable mais moins stable autour de l'axe de tangage, B. maniable et stable autour de l'axe de tangage, C. peu maniable et moins stable autour de l'axe de tangage, ou D. peu maniable mais stable autour de l'axe de tangage. Donc le centre de gravité, qu'est-ce que c'est? On prend par exemple une règle, on va essayer de mettre son doigt à la verticale en dessous de la règle, de sorte à essayer de trouver un équilibre, un point d'équilibre. Et bien ça va être le centre de gravité. Sur un avion, on va avoir une limite avant et une limite arrière. C'est-à-dire qu'il va falloir respecter une plage de stabilité. Donc, si par exemple je représente mon centre de gravité ici, je vais avoir une plage avant et arrière. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'ai un centrage avant, c'est-à-dire que je vais répartir les objets ainsi que le carburant dans l'avion et mon centrage, ma répartition des masses, va être plutôt en avant du centre de gravité, voire même très proche, voire même parfois au-delà de cette zone. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une stabilité qui augmente, mais une maniabilité qui diminue. Donc ici, cette réponse, la réponse à la question, si on a un centrage avant, eh bien on va avoir peu de maniabilité, mais une stabilité autour de l'axe de tangage. Il est important de faire le centrage avant chaque vol,
C'est-à-dire qu'il faut considérer la masse de l'avion à vide, considérer la masse des bagages éventuels, considérer la masse du pilote mais aussi des passagers et prendre en considération la masse du carburant. En fonction de ça, donc il y a un graphique à respecter qui est dans le livret de l'avion et donc à partir de là, on vérifie si le centrage correspond bien à la sécurité. Dans le cas où on est hors centrage, il faut bien évidemment revoir la notion de masse et de répartition des masses. Donc la réponse à la question 9, c'est la D. Question 10. Pour un avion léger, le décrochage se produit A, toujours à la même vitesse, B, toujours à la même incidence, C, quand la masse de l'aéronef diminue, D, quand le facteur de charge diminue. Le décrochage se produit toujours à la même incidence. Réponse B. Question 11. En virage en palier, le facteur de charge augmente avec A, la masse de l'avion, B, l'altitude, C, l'inclinaison ou D, la vitesse. Rappelons que le facteur de charge noté N est égal à 1 divisé par le cosinus de l'inclinaison que l'on écrit ainsi. Le cosinus d'un angle peut être compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que 1 divisé par un nombre inférieur à 1, on va avoir donc un facteur de charge supérieur à 1. Vous pouvez essayer avec votre calculatrice. Si vous faites 1 divisé par 0,5, vous allez obtenir 2. C'est-à-dire que plus l'angle augmente, plus on va avoir un facteur de charge qui augmente. Donc, en virage en palier, le facteur de charge augmente avec l'inclinaison. Réponse C. Question 12. La photo ci-dessous indique A. Un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. B. Un virage à droite dérapé qui nécessite une action sur le palonnier gauche. C. Un virage à droite symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. D. Un virage à gauche symétrique qui ne nécessite pas d'action sur le palonnier. Bon, déjà, l'indicateur de virage nous indique ici donc un virage et nous indique que la bille n'est pas entre les deux traits, donc on sait très bien que le pied chasse la bille. Et donc nous allons avoir ici à appuyer sur le palonnier droit pour pouvoir rétablir une symétrie dans le virage. Si le virage avait été symétrique, nous aurions eu la bille au milieu. Donc là, nous avons comme réponse qu'il s'agit donc d'un virage à droite glissé qui nécessite une action sur le palonnier droit. Il s'agit de la réponse A. Pour faire un rappel sur la bille, par exemple, donc le premier cas, on a ce qu'on appelle la tenue de cap, c'est-à-dire qu'on n'a pas de virage. Si la bille est à gauche ou à droite, on vole en crabe. Pour un vol symétrique, il faut que la bille soit au milieu. Virage à gauche. Donc on a soit ici la petite maquette qui va vers la gauche, ici, ça peut aussi être un avion, comme il est représenté ici. Bon, si nous avons la bille qui est du même côté, on va appeler ça une glissade. Si nous avons la bille qui est au milieu, on a un vol symétrique, on a un virage, mais avec un vol symétrique. Et par contre, si la bille est à l'opposé de la petite maquette ici, ça veut dire que nous avons un dérapage. Donc nous sommes ici en virage à gauche glissé, en virage à gauche symétrique, en virage à gauche dérapé. Et pareil pour le virage à droite, si la maquette ici est dans le même sens que la bille, on a affaire à un virage à droite glissé, ici un vol symétrique puisque la bille est au milieu, ou au contraire un vol dérapé. Question 13. En descente rectiligne uniforme sans moteur, A. La portance et le poids sont directement opposés. B. La traînée et le poids sont directement opposés. C. La composante du poids parallèle à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Ou D. La composante du poids perpendiculaire à la trajectoire s'oppose à la traînée pour l'équilibrer. Dans ces cas-là, il faut faire un schéma. Un avion.
le poids, vertical dirigé vers le bas. Ce poids, par rapport à la trajectoire, on peut le décomposer comme on a expliqué précédemment, en une composante qui va être ici la grande composante du poids, la petite composante du poids. Donc celle-ci est perpendiculaire à la trajectoire et celle-ci parallèle à la trajectoire. On a la portance qui est ici. On voit bien que le poids et la portance ne sont pas directement opposés. Et on a la traînée. On voit bien que le poids n'est pas directement opposé à la traînée. Sinon, le rouge et le jaune seraient dans des sens opposés, mais sur la même direction. Là, il faut réfléchir. On nous parle de la traînée. Eh bien, la traînée, elle est donc ici parallèle à la trajectoire, et donc nous avons la composante parallèle du poids qui est ici, et donc on voit bien qui est sur la même direction que la traînée, mais qui a tendance à s'opposer à la traînée. Et pourquoi ça s'oppose à la traînée? Eh bien, ça va avoir tendance à essayer de l'équilibrer. Ici, je n'ai pas ajouté la traction, puisque nous avons une descente rectiligne sans moteur. Donc là, on peut répondre à la question. La composante du poids parallèle à la trajectoire, donc celle-ci, s'oppose bien à la traînée, ici, pour l'équilibrer. Il s'agit de la réponse C. Question 14. Le lacet inverse est dû à soit une portance plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage, ou B, une traînée plus importante de la demi-aile située à l'intérieur du virage, C, une traînée plus importante du côté de l'aileron levé plutôt que du côté de l'aileron abaissé, ou inversement, D, une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé plutôt que de l'aileron levé. Donc le lacet inverse, il est lié au fait qu'il y a un aileron dans un virage qui soit levé et un autre qui soit abaissé. Et donc c'est l'aileron abaissé qui va traîner davantage, donc le lacet inverse il est dû à une traînée plus importante du côté de l'aileron abaissé plutôt que l'aileron levé. Il s'agit donc de la réponse D. Question 15. La finesse d'un aéronef peut s'exprimer par le rapport A, coefficient de traînée sur coefficient de portance, B, vitesse verticale sur vitesse horizontale, C, distance parcourue en vol plané sur la hauteur perdue, ou D, la hauteur perdue sur la distance parcourue en vol plané. Alors, ce genre de questions, ça peut être un peu perturbant. Moi, je vous conseille d'écrire votre formule. La finesse, distance horizontale sur distance verticale, égale vitesse horizontale sur vitesse verticale, portance sur traînée, coefficient de portance sur coefficient de traînée. Et après cela, on regarde celle qui correspond. On voit bien ici que celle qui correspond, ça va être non pas le coefficient de traînée sur le coefficient de portance, puisque c'est l'inverse, non pas la vitesse verticale sur la vitesse horizontale, c'est l'inverse. La distance parcourue en vol plané sur la distance perdue, ça a l'air de correspondre, puisque la distance parcourue, ça va être la distance horizontale, la hauteur perdue, ça va être la distance verticale. Donc ici, il s'agit de la réponse C. On vérifie donc D, la hauteur perdue sur la distance parcourue en vol plané, donc c'est l'inverse de la C. Donc il s'agit bien de la réponse C. Donc petit conseil, écrivez d'abord votre formule et ensuite répondez. Question 16. La vitesse de finesse maximum d'un planeur A reste constante quand la charge à l'air augmente, B augmente quand la charge à l'air augmente, C augmente quand la charge à l'air diminue, ou D diminue quand la portance augmente. Il s'agit ici de la réponse B. La finesse ne va pas augmenter ni diminuer, elle va rester la même, mais par contre la vitesse de finesse maximum va augmenter. Question 17. En finale, le braquage des volets de courbure a pour conséquence A, une augmentation de la portance et une diminution de la traînée, B, une augmentation de la portance et une augmentation de la traînée, C, une diminution de la portance et une augmentation de la traînée, D, une diminution de la portance et une diminution de la traînée. Donc les volets de courbure, dispositif hypersustentateur. Hypersustentateur signifie une augmentation de la portance, mais bien évidemment, puisque on braque les volets, on va aussi avoir de la traînée supplémentaire. Donc la réponse à cette question,
C'est la réponse B, une augmentation de la portance et une augmentation de la traînée. Question 18. Le virage d'un ULM pendulaire est commandé par A. Le déplacement du centre de gravité du chariot, B. Par traction sur ses suspentes, C. Par traction sur le manche ou D. Par action sur le palonnier. Sur un ULM pendulaire, le déplacement va être lié au déplacement du centre de gravité du chariot. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 19. Le déplacement horizontal d'une montgolfière se fait A au gré des vents, B grâce à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe, C grâce à la poussée d'Archimède, ou D en agissant sur la soupape qui bouche le sommet de l'enveloppe. Le déplacement horizontal, on ne parle pas du déplacement vertical, est lié au gré des vents. Toutes les autres sont liées donc à la poussée d'Archimède et donc à un déplacement vertical. Question 20. Sur un hélicoptère à assiette nulle, la commande appelée levier de pas collectif permet de modifier l'incidence des pales du rotor. Elle permet ainsi A. de contrôler les mouvements autour de l'axe de lacet, B. de contrôler les mouvements autour de l'axe de tangage, C. de modifier la portance pour le faire avancer ou reculer, ou D. de modifier la portance pour le faire monter ou descendre. On a donc ici la commande de pas collectif qui va donc faire varier ici. On va voir les pales de rotor qui vont varier. On va modifier la portance et la portance est faite pour monter ou descendre. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse D.